Très heureux de vous retrouver ce jeudi 8 juin 2023. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, place au sommaire de l'actualité. Grève, le SINAMAG, c'est le syndicat national des magistrats du Gabon qui a intensifié encore son mouvement de grève. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, nécrologie 2009-2023, ça fait 14 ans que Omar Bongo Ondimba nous a laissé. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire, les Panthères du Gabon sont en France pour préparer le match du 18 juin 2023 face à la République démocratique du Congo. Il y a 6 mois déjà que le syndicat national des magistrats du Gabon a suspendu son mouvement de grève. Cette période de suspension leur a justement permis de rédiger un statut de magistrat avec le ministère en charge de la justice de manière consensuelle, contradictoire et acceptée de tous. Aujourd'hui, la situation reste tout de même au point mort. C'est un récit de Maya Midza. Le texte de la commission paritaire est celui qui avait retenu le consensus. Il restait donc son évolution normale dans le circuit d'adoption. Alors que plusieurs textes honoraient cette étape dans des délais records, nos nouveaux statuts des magistrats à ce jour est à 5 mois d'attente. Le SINAMAG pensait que c'était la charge de travail de nos élus qui justifiait un tel retard. Aujourd'hui, le poteau rose est mis à découvert. Le secrétaire général du gouvernement, dont le rôle est de veiller à la régularité juridique de l'ensemble des textes normatifs et individuels soumis au Premier ministre ou soumis à l'enregistrement, a pris la décision unilatérale et historique de s'asseoir sur le dit texte et de le faire jaunir dans un tiroir. Selon le SINAMAG, le texte soumis à l'Assemblée nationale dans la précipitation relève ni plus ni moins d'une provocation de notre corporation. Toutes les avancées visant à éradiquer la corruption ont été supprimées, comme si le gouvernement de la République a choisi délibérément de continuer à clochardiser les magistrats. La première question qui nous vient à l'esprit est celle de se demander comment le secrétaire général du gouvernement, qui est un fonctionnaire, peut-il se permettre de tripatouiller un texte déjà adopté par l'instance suprême, qui est le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, chef de l'État, alors que ce dernier est à compétences liées. Le texte, l'objet de l'audition du ministre de la Justice le 7 juin 2023. En ce jour, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre M. Jonas Prosper Lolamvou, en sa qualité de secrétaire général du gouvernement et autres pour faux, afin de tirer au clair la situation rocambolesque qu'il a créée en manipulant grossièrement le projet de loi qui devait mettre un terme à certains dysfonctionnements dans le milieu judiciaire. À ce titre, SINAMAG ne s'y reconnaît pas et le rejette avec la dernière énergie. Il est désormais clair aux yeux de tous que pour le gouvernement, l'indépendance de la justice et la levée de la grève ne sont pas sa préoccupation. Ayant suffisamment montré notre ouverture au dialogue, nous tirons la conclusion que pour le gouvernement, le pays peut fonctionner sans la justice. Face à la gravité de ce traitement à l'égard du pouvoir judiciaire, le SINAMAG demande à tous les magistrats de la République en affectation à l'intérieur du pays. Toute affaire cessante à regagner Libreville pour la tenue d'une concertation nationale de la magistrature, d'où sortiront toutes les actions qui seront menées dans les prochains jours. D'ores et déjà, les magistrats signalent que le service minimum est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Plus jamais ça! Plus jamais ça! Nous voulons une justice, une vraie justice indépendante. Plus jamais ça! Plus jamais ça! Nous voulons l'indépendance de la justice.
Que de grève en grève, autre grève, ça fait 10 jours déjà que certains anciens étudiants manifestent. Il s'agit des promotions de l'Université des sciences de la santé, les sages-femmes évidemment, et ceux de l'INFAS, promotion 2021-2022. C'était cet après-midi du côté du ministère de la fonction publique. Ces derniers réclament entre autres les mises en solde, les affectations et les numéros de matricule. Ruth Matsanga nous fait le point. Les promotions 2019 à 2022 des grandes écoles de santé sont mécontentes. Depuis 3 ans, elles exigent les mises en solde, les affectations, les obtentions des numéros matricules et les intégrations à la fonction publique. L'INFAS, ça fait déjà 3 ans de cela que nous avons terminé et nous sommes toujours à la maison, sans affectation, sans mise en solde, sans poste budgétaire ni numéro matricule. Et du coup, nous sommes arrivés ici pour manifester notre mécontentement. Ces promotions ont décidé de passer des nuits à la belle étoile, tant que leurs exigences ne seront pas satisfaites. Nous nous levons, c'est parce que déjà on n'est pas satisfait. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris la décision de venir dormir là. Nous avons des familles avec nous, comme vous pouvez le constater, il y a des personnes qui viennent ici avec leurs enfants. On va exposer aussi nos enfants aux moustiques et à tout ce qui peut, tout danger nocturne, c'est-à-dire les moustiques, même les palus, peu importe la maladie qui peut nous attraper, mais pourvu que nous puissions obtenir gain de cause. Et si cela n'est pas fait et que nous tombons malades, nous serons à la responsabilité de la fonction publique. Certains exposent les difficultés auxquelles ils font face dans le cadre de leur mission à l'intérieur du pays. Sans salaire ni pré-salaire. Et on a été envoyé dans le pays, à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien pour subvenir à nos besoins. On vit dans des conditions vraiment difficiles. Et vraiment, ce n'est pas la joie. Nous sommes incapables de s'acheter même des médicaments pour se soigner. Parce que l'État ne nous donne rien du tout. Même le lieu d'affectation, il ne nous donne rien. Dans les structures dans lesquelles on ne nous donne rien du tout. On est abandonnés à nous-mêmes. Selon les manifestants, le ministre de la fonction publique semble ne pas s'intéresser à leur situation. Au Gabon, le phénomène de l'insalubrité reste au centre des discussions quotidiennes. C'est le cas du quartier PK6, quartier situé entre le 6e et le 3e arrondissement de la commune de Libreville, qui vit cette situation quand même gênante. Regardons le constat de Lorraine Piégué. L'insalubrité est un phénomène qui mine la capitale gabonaise. Difficile de le décrire, les ordures jonchent les rues ça et là. Comme ici au quartier PK6, une véritable angoisse pour les populations environnantes. Celles-ci souhaitent apporter leur modeste contribution dans l'optique de participer à la propriété de leur quartier. C'est déjà un problème, un fléau qui mine notre ville, dans la mesure où, lorsque nous regardons un peu l'ensemble des quartiers de Libreville, pas seulement le PK6, nous voyons beaucoup de ordures qui traînent où il ne faut pas. Et c'est vraiment, ça fait mal. En même temps aussi, nous ne pouvons pas trop condamner des gens qui le font, parce que pour lutter contre l'insalubrité, il faut mettre un ensemble il faut accompagner la population, notamment placer des bacs ordures et amener une civilisation, parce que même lorsque nous pouvons voir la bac ordure, comme vous pouvez voir là, vous allez voir qu'elle est vide, mais les gens dans leur tête, ça va quand même à jeter, comme vous pouvez le voir. Donc, malgré le nettoyage effectué par les entreprises chargées de la collecte et du ramassage des ordures, les habitants continuent d'afficher leur ras-le-bol, puisque la situation ne s'améliore pas. Vraiment désolant, parce que l'État est là, l'État constate les faits, mais ils ne font rien pour améliorer cela. Regardez, l'insalubrité, tous ces déchets-là, et pourtant il y a des compagnies de nettoyage dans la ville. Il y a de nombreuses compagnies, je crois. De nombreuses, mais rien n'avance, regardez. Et ce n'est pas seulement au PK6, c'est un cas dans l'ensemble du pays. On va dire même l'ensemble du territoire gabonais. Parce que dans d'autres villes, c'est la même chose. La sensibilisation devait être le meilleur moyen pour que les mentalités des populations changent. Parce que nous avons déjà un endroit où nous devons mettre les ordures, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle, vous pouvez le voir, comme vous le voyez là, c'est-à-dire des gens qui restent au plus haut ne peuvent pas faire l'effort de déposer où il y a des bacs à ordures. Parce que si eux, ayant des bacs à ordures à côté, ne peuvent pas faire l'effort de placer ça là-dedans, mais nous nous posons la question de savoir comment feront ceux-là qui ont des bacs ordures à 15 à 20 mètres. Donc c'est quelque chose, enfin c'est un mal qui vient de la population elle-même, parce que l'État fait déjà ce qu'elle peut en apportant les bacs, mais
quand nous voyons comme ça, là, c'est une question de sensibilisation. Le phénomène de l'insalubrité est de plus en plus fréquent dans Libreville. En plus de cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui sont une situation qui impacte la gestion de l'environnement. Parlons à présent du projet Pied-Pal et le projet de réhabilitation des voiries urbaines. Nous étions du côté du quartier Petro, c'est dans la commune d'Ovendo, un quartier plus ou moins resté aux oubliettes. Regardons ce constat d'Ornella Mbazandia. Les riverains du quartier Petro à Ovendo rencontrent des difficultés liées au délabrement des voiries urbaines. La route quasi impraticable empêche la bonne circulation des véhicules, occasionnant des embouteillages et exposant les véhicules à rude épreuve face à l'état de la chaussée. Malgré la bonne volonté des riverains qui ferment des trous et autres nids de poules avec des pierres, ceci ne tient que pour un laps de temps. À la moindre petite pluie, les eaux réduisent à néant ces efforts consentis par de bénévoles non spécialistes de la construction de tels ouvrages, mais qui comptent uniquement sur leur volonté. Et pourtant, le gouvernement a mis en place un projet de réhabilitation des voiries urbaines afin de faciliter le quotidien des usagers. Mais pour l'instant, les habitants de cette partie de Libreville constatent pour le regretter que certains axes n'ont pas encore subi les réaménagements tant attendus. La réhabilitation du réseau routier s'avère donc capitale pour garantir les possibilités de circuler en toute quiétude sur les voies carrossables en toute saison. Les populations Petro à Ovendo gardent une lueur d'espoir dans l'optique de bénéficier du projet d'aménagement routier du Grand Libreville. Nécrologie à présent, on parle de la mort d'Omar Bongo, 14 ans après la mort d'un doyen, 14 ans. Après sa mort, l'équipe de TV+ revient sur le parcours de celui qui a dirigé le Gabon pendant plus de 42 ans. Décédé en 2009, c'était le 8 juin, Omar Bongo Ondimba a joué un rôle central, un rôle prépondérant dans la sphère politique africaine. Maya Midza pour le récit. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. À l'occasion du 14e anniversaire de la mort du feu président Omar Bongo Ondimba, l'équipe de TV+ a magnifié ce 8 juin 2023 l'œuvre de l'homme d'État gabonais qui a dirigé le pays pendant près de 42 ans. Considéré comme un sage du continent africain, il a prêché durant toute sa vie le dialogue, la tolérance et la paix, tout en se proposant comme médiateur dans divers conflits, notamment entre les pays africains. Il fut un grand homme d'État de ceux qui ont marqué à jamais l'histoire du pays et tracé la voie à suivre pour les générations futures. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est de vous voir tous rassembler comme ça. En Afrique, le pouvoir tend à se prendre et ne se rend pas facilement. Omar Bongo Ondimba a appliqué cette devise à la lettre. Durant 42 ans, il a été le patron au Gabon, jusqu'à ce que le cancer l'emporte un certain 8 juin 2009 à 14 h, l'heure officielle du décès, dans une clinique de Barcelone, loin de sa bonne ville natale. J'ai dit, on mange, nous devons manger la paix. Nous devons respirer avec la paix, nous devons dormir avec la paix, nous devons marcher avec la paix. Pendant un règne qui n'a conservé son partage sur son pays, Omar Bongo Ondimba a également parvenu à s'imposer au-delà des frontières gabonaises, comme un interlocuteur incontournable dans toutes les crises de la région et d'ailleurs. Conflits du Tchad et Libye, guerre civile en Angola, apartheid en Afrique du Sud, violence au Congo-Brazzaville, rébellion de Laurent Désiré Kabila contre le pouvoir Mobutu. Partout, Omar Bongo Ondimba a tenté d'être le démineur des crises sur le continent, pas toujours avec succès. Pilier de la Franc-Afrique, Omar Bongo Ondimba a connu un destin exceptionnel. À l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de sa mort, TV+ revient sur son riche itinéraire.
Et puis, débuté le 9 mai dernier, l'opération de révision de la liste électorale poursuit son cours. L'occasion pour nous a été de nous rendre du côté de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville pour voir, constater l'influence des dernières minutes. Regardons. Les 30 jours consacrés à l'opération de révision de la liste électorale par la loi ont été respectés sur tout l'étendue du territoire gabonais. Plusieurs dénoncent le dispositif organisationnel mis en place. C'est pas vraiment ça, c'est vraiment déplorable et malheureux parce que nous, regardez comment nous sommes exposés, surtout à la route. Nous ne sommes pas accueillis comme cela se doit. Nous sommes alignés en bordure de route. C'est pas sérieux. Pourtant, il y a des tentes à l'intérieur. Il y a des policiers à l'intérieur qui refusent de faire entrer les gens et c'est carrément sous le soleil de surcroît. Sous le soleil. Pour d'autres, surtout pour les véhicules qui passent à toute vitesse ici et les mamans, il y a des femmes enceintes et il y a des femmes ici qui ont raté leurs occupations, les femmes qui sont mariées et qui sont là avec nous et c'est pas normal. C'est vraiment bon pour le ministère de l'Intérieur, vraiment c'est un désordre parce que le ministère de l'Intérieur devait bien coordonner les choses. Mais ce qu'ils font, c'est comme si ils veulent décourager les citoyens à voter. Quels que soient les obstacles, accomplir son devoir de citoyen est une cause noble, raison pour laquelle les Gabonais interpellent une fois de plus les autorités. Non, ce serait qu'on nous mette un dispositif bien approprié pour accueillir les gens comme cela se doit. On vient vous voter quand même. C'est pas comme si quelqu'un qui quitte de chez lui très tôt le matin juste pour venir voter. Mais franchement, il y a de quoi l'accueillir comme cela se doit. Donc il ne faudrait pas négliger la voix du Gabonais. Il faut prendre ça en compte. Qu'ils essaient un peu de revoir les choses parce que dans les normes, ce qu'ils font, c'est pas normal. C'est comme s'ils veulent nous éloigner, de nous empêcher de faire notre devoir de citoyens. Tandis que nous sommes des citoyens, nous devons tous nous enrôler. On n'a pas besoin d'aller dans un parti politique ou aller prendre 5 000 pour entrer à l'intérieur pour aller s'enrôler. Et c'est ce qui se passe là. Face à cette forte affluence de dernière minute, les Gabonais demandent un meilleur traitement. C'était un reportage de Maya Medza. Préalablement annoncé par le journal Jeune Afrique pour l'élection présidentielle au 2 septembre prochain, la décision a été démentie par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Nous nous sommes rendus du côté du parti Réagir qui a saisi la HAC, c'est la haute autorité de la communication pour sanctionner ce journal mensuel. Regardons. L'étonnement, parce que cette date à ce jour n'est pas fixée par les autorités compétentes. Nous avons lu dans un journal, un magazine étranger, que la date retenue par le gouvernement serait le 2 septembre. Or, les dispositions de la loi en vigueur au Gabon précisent que c'est le CGE, le Centre gabonais des élections, qui est habilité à fixer les dates de nos élections. Et je ne comprends pas très bien comment un journal étranger serait en mesure de nous informer ou même de proposer une date des élections présidentielles. Donc, à mon sens, cette activité, j'allais dire, cette date n'est toujours pas connue à ce jour. À écouter le ministre de l'Intérieur la dernière fois, il semble parfaitement que la date n'est pas connue, elle n'est pas officielle. Et donc, réagir sur ce point, en tant que président de Réagir, nous avons saisi la HAC pour sanctionner Jeune Afrique, quand bien même nous savons que ce journal a parfaitement ses entrées au palais gabonais. Cap à présent sur la pierre de Mbigou. En 2021, les autorités gabonaises interdisaient la vente et la commercialisation d'objets d'art en pierre de Mbigou, une réglementation qui donnait le monopole des ventes à la coopérative des produits artisanaux de Mbigou, en abrégé COPAM. 2 ans plus tard, quel est l'impact de cette décision sur l'activité? Modeste Mbazamgoy, notre confrère de la rédaction de TV Plus Afrique, nous fait le point. À l'aide des matériaux archaïques, quelques sculpteurs trouvés au village artisanal de la pierre de Mbigou à Libreville sont en activité. Enthousiasmés, passionnés, l'inspiration et la technique sont au rendez-vous pour la réalisation des objets d'art. Depuis l'interdiction de la commercialisation en grande masse des objets en pierre de Mbigou par les autorités, l'activité a été impactée commercialement. Ça nous pénalise, nous,
parce qu'on n'arrive plus à vendre à grande échelle. Vous voyez, quand un client vient, il a bien envie de prendre plusieurs objets, mais il est obligé de se limiter à un nombre bien précis parce qu'il ne veut pas avoir de problème au niveau de l'aéroport. Parce qu'au niveau de l'aéroport, quand c'est beaucoup, on lui demande cette autorisation de sortie. Mais s'il n'en a pas, on lui bloque, on lui saisit la marchandise là à l'aéroport et ça lui fait très mal. Une interdiction qui limitait l'achat et l'exportation de plusieurs objets d'art qui a mis en difficulté aujourd'hui les membres de la coopérative des produits artisanaux de Mbigou. Pas totalement interdit de sortir avec la pierre. Mais le gouvernement se dit que quand vous amenez plus d'une centaine, ce que vous allez faire du commerce. Et pour ça, il faudrait que vous puissiez payer des droits au niveau du ministère de PME et de PMI et de l'artisanat. Donc, nous conseillons souvent aux clients, quand ils achètent une ou deux ou trois pièces, ça ne nécessite pas quoi que ce soit, ils peuvent sortir avec, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est maintenant un nombre élevé, on les conseille souvent de se rendre à la direction générale de l'artisanat pour pouvoir faire en sorte qu'on les délivre une autorisation de sortie. Difficile et abandonné sont des mots qui restent et marquent de plus en plus des sculpteurs gabonais. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, parce que depuis que ça a été réglementé, il n'y a pas eu d'avancée, rien. On est laissé à nous-mêmes. La pierre de Mbigou est l'une des œuvres artistiques gabonaises la plus connue à travers le monde. Une marque qui fait la fierté de l'artisanat gabonais. On passe à présent à l'actualité hors de nos frontières. Les prix alimentaires mondiaux sont tombés à leur plus bas niveau en 2 ans, en mai, ravivant l'espoir que l'inflation persistante dans les rayons de supermarchés et commerces à s'atténuer. J'y arrive, c'est un reportage de Sidela Niman de la rédaction de TV Plus Afrique. En mai dernier, l'indice des prix des produits alimentaires de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a chuté de 2,6%. Dans le monde, les céréales, les produits laitiers, le sucre, la viande et les huiles végétales sont les denrées alimentaires les plus consommées. De fait, l'évolution de leurs prix est scrutée aussi bien par les gouvernements que par les organisations internationales. La baisse de l'indice a été principalement due à la chute des prix des huiles végétales, des céréales et des produits laitiers, dépassant les augmentations observées pour le sucre et la viande. La jauge des prix des produits agricoles faisant l'objet d'échanges internationaux a chuté de 22% par rapport au sommet atteint en mars de l'année dernière après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette baisse des prix alimentaires mondiaux ravive l'espoir face à l'inflation persistante dans les rayons des supermarchés. Sur le continent africain, on remarque une vague de manifestations contre la vie chère. Plusieurs centaines de militants de la gauche syndicale marocaine dénonçaient ce week-end à Casablanca, dans l'ouest du Maroc, la cherté de la vie et l'inaction du gouvernement. Il y a 2 jours au Kenya, les populations manifestaient pour les mêmes raisons. Nous manifestons parce que le coût de la vie est élevé. Nous voulons que le coût de la vie baisse parce que la plupart des jeunes sont sans emploi. Il y a des mères célibataires qui sont incapables de subvenir à leurs besoins. Il est impératif que le coût de la vie diminue pour que tout le monde puisse subvenir à ses besoins. Le rapport de la FAO indique un paysage complexe et évolutif pour les prix alimentaires, influencé par divers facteurs tels que les tensions géopolitiques, les conditions météorologiques et la demande du marché. Alors que le monde continue de relever ses défis, les parties prenantes du secteur du financement du commerce doivent suivre de près ces développements pour prendre des décisions éclairées et atténuer efficacement les risques. Et puis, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée serait responsable de la prise annuelle de 11 et 26 millions de tonnes de poissons. Cela crée une perte de 10 à 23 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Sidela Niman de la rédaction de TV Plus Afrique nous fait le récit. Loisirs ou activités commerciales, la pêche fournit nourriture et emploi et contribue au bien-être économique de nombreuses personnes à travers le monde. Avec une population mondiale qui ne cesse de croître et des pénuries alimentaires qui persistent,
les produits de la pêche sont indispensables à la réalisation de la sécurité alimentaire. Cependant, malgré les efforts de la communauté internationale pour assurer la durabilité des ressources halieutiques, celles-ci sont mises en danger par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la pêche illégale serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poissons, privant ainsi l'économie mondiale de 10 à 23 milliards de dollars. Pour pallier ce problème et rétablir les stocks de poissons disponibles, l'objectif du programme de développement durable, adopté en 2015 par l'Assemblée générale de l'ONU, encourage la communauté internationale à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu'avec des efforts accrus pour communiquer clairement au grand public les effets négatifs de la pêche illégale. Selon une étude de la revue Fish and Fisheries, les flottes de pêche industrielle opérant dans les eaux territoriales des pays africains passent en moyenne 6% de leur temps de pêche dans les zones réservées à la pêche artisanale. Dans certains pays, comme en Somalie, ces flottes étrangères passent la plus grande partie de leur temps dans la zone interdite. Les populations vivant le long des côtes africaines sont souvent dépendantes de la pêche comme ressource alimentaire et source de protéines. Il revient donc à chaque pays africain de faire face à des difficultés qui lui sont propres, s'agissant de ses capacités de suivi, de son niveau de développement ou de sa volonté politique à faire appliquer la loi. Et puis, note de sport pour la boucle de ce journal. On parle de football. Les Panthères du Gabon sont déjà en regroupement en France, à Paris, dans l'optique de préparer la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Côte d'Ivoire 2023. Surtout avec le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang au sein de la tanière. Regardons. Dans l'optique de préparer la rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les Panthères du Gabon ont pris leur quartier général en France, à Paris précisément. Pas encore au complet, les hommes de Patrice Neveu rejoignent peu à peu le rassemblement pour la préparation avant ce match décisif contre les Léopards de République démocratique du Congo. Un match prévu pour le 18 juin prochain au stade Rénovation de Franceville. Une rencontre pour le coup qui verra la participation de Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale. Il récupère de facto le numéro 9 avec lequel le joueur d'Al-Shabaab Aaron Salem Boupenza foulait les pelouses. Il faut dire que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang au sein de la tanière est une valeur ajoutée supplémentaire pour la suite de ces éliminatoires, car il est le leader incontesté de cette sélection nationale. Un match amical est prévu le 12 juin prochain avant de rallier Franceville pour le 18 dans le cadre du duel des Fauves. Le groupe sera au complet, sauf surprise de dernière minute. La qualification sera donc de mise contre la République démocratique du Congo. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez toujours fidèles au programme de TV+. À demain, s'il plaît à Dieu.